C'est l'heure de l'invité de Paris Direct à présent. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Anne-Sophie Roux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous avez consacré votre vie aux océans. Vous êtes chargé de campagne contre l'exploitation minière des fonds marins en Europe pour l'ONG Sustainable Ocean Alliance. En bon français, l'Alliance pour un océan durable. Vous êtes aussi fondatrice d'une association, TENACA, association d'aide aux pays en voie de développement, notamment avec des opérations de restauration de coraux et de mangroves. Ensemble, en pleine COP28 sur le climat, on va donc notamment parler de cette COP à Dubaï qui fait une pause aujourd'hui avant de reprendre ses travaux. On a quand même l'impression que la question des océans y est finalement peu abordée, même si elle est liée. Est-ce que c'est le cas et quelle est votre vision de cette COP à Dubaï? Je pense que déjà, en termes de prise en compte des enjeux océaniques dans la COP, on est encore très très loin de ce qu'il faudrait faire. Parce que l'océan, c'est notre premier puits de carbone, c'est le stabilisateur du climat. C'est un écosystème qui régule à hauteur de 95% l'excès de chaleur dans l'atmosphère. Et donc, en fait, si on ne prend pas en compte les enjeux maritimes dans les négociations climatiques, on manque une énorme pièce du puzzle. Oui, parce que c'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Et en gros, les océans, c'est 70% de la surface du globe. Oui. Et les océans absorbent plus de CO2 que toutes les forêts du monde réunies. Oui, exactement. C'est 38% en moyenne des émissions de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère chaque année qui sont absorbées par l'océan. Et c'est très peu traité à la COP. Pourquoi? Parce qu'il y a un sommet qui est dédié aux océans à côté? Je pense que c'est quelque chose qui a aussi mis du temps à se mettre en place. En fait, la première mention de l'océan dans les textes climatiques, ça date de l'accord de Paris. Et en fait, c'est assez récent au final. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une prise de conscience avec le traité sur la haute mer, avec les autres négociations qui touchent à l'océan, qu'on a besoin de plus en plus prendre en compte les enjeux maritimes dans les questions climatiques et aussi dans les négociations de biodiversité. On va parler d'ailleurs du traité sur la haute mer tout à l'heure, mais quels sont déjà aujourd'hui les impacts, parce qu'on a parlé de l'océan comme solution, mais quels sont les impacts du changement climatique sur ces océans? Il y a évidemment la montée des eaux, mais pas que. Oui, en fait, l'augmentation de la température dans l'atmosphère, qui est due à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, elle a des effets qui sont en cascade en fait, sur les écosystèmes marins, à la fois sur leur capacité à séquestrer du carbone, sur l'augmentation des événements météorologiques extrêmes, sur les canicules marines aussi, qui sont un petit peu comme des incendies sous-marins qui détruisent absolument tout et qui ont un impact énorme sur la biodiversité. Et enfin, il y a plein d'impacts sur la biodiversité elle-même, dans la destruction des habitats, dans différents comportements et des migrations d'espèces, etc. Donc il y a beaucoup d'impacts en cascade en fait. Oui, on parle beaucoup des canicules dans l'air à travers le monde. On a beaucoup parlé de cette année record de 2023, selon Copernicus. On parle moins de ces canicules dans les mers et elles sont sévères. Cet été, c'était une catastrophe par exemple. Exactement. Et selon le GIEC, elles sont 2 fois plus fréquentes et intenses depuis ces dernières années. Et il y a un article d'un vulgarisateur qui s'appelle Raphaël Seguin qui est super complet sur la question si jamais les téléspectateurs ont envie d'en savoir plus sur les canicules marines. Et c'est un cycle, en fait. Comme beaucoup de choses qui sont reliées sur le climat, c'est des phénomènes en cascade et c'est des cercles vicieux. Oui, exactement. Et des phénomènes qui s'accélèrent, c'est pareil pour les océans? Oui, exactement. Et en fait, en bout de chaîne, ça a aussi un impact sur nous, sur les humains, sur les communautés locales. Il y a près de la moitié de la population mondiale qui dépend directement de la pêche. Et en fait, tous les impacts qu'on a sur les écosystèmes marins, ça a des impacts sur nous, in fine aussi. Il y a quand même un truc qu'on peut faire concernant la COP. On parle des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a quelque chose qui est très polluant dans les océans. C'est par exemple ces navires de commerce à travers le monde. Est-ce qu'il y a des progrès en la matière? Parce qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui. Oui, il y en a de plus en plus et c'est clairement une direction qu'il faut accélérer. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'innovation dans la fabrication des cargos, etc., pour diminuer l'impact et la consommation carbone des navires. Donc il y a à la fois un enjeu de repenser nos modes de fonctionnement, nos modes d'organisation de nos sociétés. Oui, parce que le cargo qui ne pollue pas, c'est celui qui ne prend pas la mer. Oui, exactement. Donc c'est aussi une question de revoir vraiment nos modes de vivre ensemble, au final. Il y a aussi une question de protéger les écosystèmes marins, d'empêcher de nouvelles industries destructrices de les détruire et aussi de les restaurer. Et mis tout ça bout à bout, en fait, les scientifiques nous disent qu'on peut encore avoir des impacts qui nous permettent d'atténuer les crises du climat et de la biodiversité, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Justement, ces fonds marins, c'est votre cheval de bataille. Vous luttez notamment contre l'exploitation minière des fonds marins. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas et quel est l'impact de cette exploitation?
Donc l'exploitation minière des fonds marins, c'est une toute nouvelle industrie qui pourrait voir le jour dans les prochaines années. En fait, c'est une poignée d'entreprises, d'industries minières qui veulent aller récupérer des métaux tout au fond de l'océan. Donc par exemple du cobalt, du nickel ou du manganèse. Et ce que les entreprises minières avancent, c'est qu'on a besoin de miner les fonds marins pour les transitions énergétiques. Le problème, c'est que tous les scientifiques indépendants réfutent cet argument et montrent que si on investit dans l'innovation, dans la fabrication des batteries et dans l'économie circulaire, on pourrait répondre à la demande. Et en fait, cette industrie, elle aurait des impacts qui sont dévastateurs et irréversibles pour les écosystèmes marins, pour la biodiversité marine, pour les pêches, mais aussi pour le climat, puisque c'est en fait dans les abysses que les gaz à effet de serre, le carbone, sont séquestrés par les écosystèmes marins. Donc c'est un peu, les abysses sont un peu notre coffre-fort à carbone. Et en fait, si on va perturber ce coffre-fort, on risque en fait un emballement de la crise climatique que les scientifiques ont encore beaucoup de mal à prédire dans son ampleur. Et on les perturbe comment? Ça se passe comment, ces exploitations minières? En fait, il faut s'imaginer des gigantesques moissonneuses-batteuses, donc des énormes machines qui font 4 à 5 fois la taille des moissonneuses-batteuses sur Terre, qui iraient racler les fonds marins, perforer les montagnes sous-marines. Donc ça détruirait de facto tous les écosystèmes abyssaux. Ça rayerait de la carte des espèces qui sont pour la plupart inconnues des scientifiques, parce que 90% des espèces qui vivent dans l'océan profond n'ont pas encore été décrites par les scientifiques. Ouais. Donc on ne sait même pas ce qui vit là-bas. Donc on est plus la Lune que les océans. Exactement, exactement. La surface de la Lune a mieux été cartographiée que le fond de l'océan. Et donc en fait, c'est les scientifiques, parce que ces impacts seraient irréversibles et parce qu'on a très peu de connaissances sur les écosystèmes, disent qu'il faut un moratoire. Concrètement, il faut appuyer sur le bouton pause. Et d'ailleurs, la France, qui est le deuxième domaine maritime mondial, au début, regardez de très très près ces questions de l'exploitation minière du fond des océans et est en train de changer de paradigme. Oui, exactement. En fait, en novembre 2022, la France a pris cette position qui est aujourd'hui la plus ambitieuse sur la question, qui est celle d'une interdiction complète de l'exploitation minière des fonds marins. Donc, ce qui va un peu plus loin que la demande des scientifiques, qui est une pause, un moratoire. Et aujourd'hui, on a 24 pays en tout qui sont positionnés, que ce soit pour un moratoire ou pour une interdiction, dans les eaux internationales. Les derniers en date, c'est le Royaume-Uni et le Mexique. Et vraiment, voilà, on a des pays sur tous les continents qui écoutent les scientifiques et qui se positionnent contre cette exploitation. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de pays qui le fassent. Et les choses avancent. Il y a des avancées comme le traité sur la haute mer qui a été adopté au mois de juin. Et il y a aussi une étude qui vient d'être publiée dans Nature qui révèle que les océans stockent finalement plus de carbone que prévu, 20% de plus. Il y a quand même des raisons d'espérer, voire même d'essayer d'inverser cette tendance. Oui, complètement. En fait, les écosystèmes marins, ils sont dans leur ensemble extrêmement résilients. Et par exemple, quand on restaure ou quand on met en place une aire marine protégée forte et qu'on laisse aux écosystèmes marins le temps de respirer, le temps de se régénérer, les impacts sont extrêmement rapides à se produire. C'est moins le cas dans les écosystèmes des grandes profondeurs parce que c'est des écosystèmes qui ont évolué de manière relativement protégée des activités humaines pendant des milliers, des millions d'années. Et par contre, tout ce qu'on fait dans les abysses, là, ça aurait des conséquences qui sont irréversibles. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment protéger les grands fonds marins, notamment pour leur capacité à séquestrer du carbone. Et il y a une échéance, c'est notamment la conférence de l'ONU sur l'océan. Ce sera ici en France, à Nice, en 2025, et on vous y retrouvera. Et la question des océans sera là primordiale, sûrement plus qu'à cette COP28, qu'on va continuer de suivre. Merci beaucoup Anne-Sophie Roux d'avoir été l'invitée de Paris Direct ce matin. Et merci à vous d'avoir choisi France 24. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.